Bienvenue à tous. Les suspens va être levé dans moins de 3 heures sur le processus électoral suite à la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. On saura s'il est global selon que tous les scrutins seront repris ou partiels avec tout ce que cela comportera de réactions positives ou mitigées. Il faut le dire, il y a lieu de conclure que le rendez-vous de 16 heures est donc historique. En prélude de cette publication, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, entouré de tous les membres du bureau, a eu des échanges fructueux avec la délégation de l'Union africaine venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral. Eden Kodjo est l'envoyé spécial de l'Union africaine. On l'écoute. Nous avons eu un entretien tout à fait utile et intéressant avec la CENI qui nous donne beaucoup d'espoir. Nous avons un vrai plaisir d'ailleurs à venir ici parce que comme je l'aime à le dire, c'est un pays plus que frère. Et donc, nous venons, nous discutons, nous essayons de comprendre et nous apportons un soutien. C'est naturel, c'est normal que ce soutien ne fasse jamais défaut à la RDC. Je ne peux pas en dire davantage. Ce matin, la CENI, vous savez quelle est la fonction de la CENI, l'immense charge qu'elle assume et qu'elle doit continuer à assumer et de discuter avec eux à fond d'un certain nombre de problèmes concernant leur activité est quelque chose qui nous encourage et qui nous laisse voir des perspectives intéressantes. Rencontre intervenue avant celle de l'Assemblée plénière qui a pour ordre du jour l'examen et adoption du calendrier électoral dont la publication intervient donc ce jeudi à partir de 16h30 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Quel que soit le contenu du calendrier électoral attendu, tous les protagonistes politiques sont confrontés au désarmement des FDLR qui pourra bénéficier de l'appui de la MONUSCO selon les promesses de Martin Kobler qui tient probablement à avoir une convergence de vues avec le gouvernement là-dessus. La mission onusienne se dit prête, mais aussi déterminée à soutenir les FARDC dans la traque contre les FDLR, à condition que le gouvernement accepte de destituer les 2 généraux des FARDC accusés des violations de droits de l'homme. Martin Kobler, quoique un tout petit peu réservé, a fait remarquer que la MONUSCO est en discussion avec les autorités du pays sur la question. Car pour la MONUSCO, la politique de diligence de droits de l'homme doit être respectée. Mais c'est une question qui est discutée entre la MONUSCO et le gouvernement. Ce n'est pas discuté avec la presse, c'est avec le gouvernement. Parce que nous voulons avoir une solution. C'est une opération qui est menée par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO. Un ne peut pas le faire avec l'autre. Nous avons les moyens, nous avons les hélicoptères d'attaque, nous pouvons soutenir avec des moyens opérationnels, nous pouvons soutenir avec les moyens logistiques. En ce qui concerne la lutte contre les ADF, la mission onusienne affirme avoir une bonne coopération avec les FARDC sur le terrain et que les opérations se poursuivent normalement. Il y a eu Umoja 1, il y a eu Umoja 2 et actuellement nous sommes en train de mener l'opération Umoja 3 en parfaite coordination et en parfaite harmonie avec les forces armées de la République démocratique du Congo avec lesquelles nous partageons toutes les rigueurs de cette opération. Donc, vous avez raison, certes, de mentionner qu'il y a eu des tueries. Oui, il y a eu des tueries qui ont été perpétrées de manière lâche, qui ont été perpétrées dans des localités quand même qui sont assez isolées. L'opération Soukola 2, lancée le 29 janvier 2015 par l'armée gouvernementale, se poursuit normalement, bien que jusqu'à ce jour, les troupes coalisées et les éléments FDLR n'ont pas encore été aperçus sur le terrain. Toutefois, le 9 février dernier, des accrochages ont eu lieu entre les FARDC et les FDLR dans la région de Mangouré-Jipa, située à 100 km au sud-ouest de Butembo. Bilan, un élément FDLR tué et un civil a péri au cours de ces combats. L'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs pour sa part a partagé hier ses préoccupations sur la situation des ex-rebelles du M23 réfugiés dans les pays de la région avec le coordonnateur national du suivi des mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons au cours de la réunion d'aujourd'hui échangé de manière à pouvoir avoir entre nous, RDC,
l'Ouganda qui était là, représenté par son ambassadeur, le Rwanda qui était représenté par ses conseillers à l'ambassade, tous, devant cette communauté internationale, avoir la même lecture sur les avancées qui sont là, qui sont réelles, dans la mise en œuvre donc, de ces déclarations, sur les quelques mesures qui restent à mettre en œuvre de manière à ce que les choses puissent aller à leur terme. La région fait face à d'autres défis sécuritaires. Nous avons la question des ADF Nalu qui n'est pas complètement réglée dans la région de Béni, et nous avons la question des FDLR entière. Nous nous sommes réjouis de la décision prise par le gouvernement de la RDC, le président de la République, de lancer des opérations militaires contre les FDLR, et la communauté internationale soutient, la MONUSCO est dans l'accompagnement de cette opération. Alors qu'on recherche des voies et moyens de ramener la paix dans la région, des rebelles ougandais de l'ADF Nalu multiplient des provocations à Béni, des attaques qui ont poussé les FARDC à réagir dans leur fuite. Les rebelles ont abandonné des armes. Eric Asmoui, ici pour la correspondance. Échange de tirs entre les FARDC, les rebelles ougandais ADF, dans les villages de Bango 1, sur les tronçons routiers Ringeti-Kainama en territoire de Béni. C'était la nuit du mardi autour des 22h locales. Les commandants du 3e et 12e bataillon parlent d'une tentative avortée de carnage. La société civile de Kainama a dit qu'un enfant a été enlevé par les assaillants. Après leur incursion dans ces villages entourés d'une intense forêt, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi correctement à cette infiltration, indiquent les commandants du 3e et 12e bataillon qui contrôle l'axe routier Ringeti-Kainama. Le lieutenant-colonel Tipi Joseph 00 ajoute que des machettes appartenant à l'ennemi ont été saisies, ainsi qu'un panneau solaire après accrochage. Sans donner un bilan quelconque, cet officier supérieur rassure en outre la poursuite des assaillants par les éléments de l'armée régulière. De son côté, la société civile de Kainama parle de l'attaque d'une position FARDC. Son président, Barakabine Mouanka Bienfait, précise qu'un élément FARDC a été grièvement blessé et une femme qui voulait se cacher lors des échanges de tirs dans les camps. Cet acteur de la société civile martèle bien qu'un enfant a été enlevé lors des échanges. Il demeure cependant confiant que l'enfant sera libéré avec les opérations de poursuite. Du côté des assaillants, aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Toutefois, notons qu'aucun civil n'a trouvé la mort au cours de ces échanges. Le gouvernement de cohésion nationale à la recherche d'un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale. Un séminaire de 2 jours à cet effet ouvert ses portes aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine à l'attention de cette équipe gouvernementale. Il a été présidé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Guilain Kabalundi et Fils Matondo pour le reportage. L'atmosphère était agréable à la Cité de l'Union africaine, site où les membres du gouvernement de cohésion nationale entrent en séminaire de 2 jours, soit du 12 au 13 février 2015. Ces assises permettront notamment de réfléchir sur l'objectif fondamental qui est celui de créer un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ces séminaires dont le leadership dans la gestion publique face à l'impératif de la cohésion nationale et de la solidarité gouvernementale, le contexte de la transformation économique de l'Afrique et les défis de la reconstruction de la République démocratique du Congo, la pérennisation des acquis économiques et sociaux par la gestion axée sur les résultats, les lettres d'émission et la gestion budgétaire, la synergie entre les cabinets ministériels et les administrations publiques. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a ouvert ces séminaires au nom du président de la République, a salué l'initiative tout en rappelant que l'heure n'est plus aux erreurs. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous, membres du gouvernement, nous ne pouvons pas nous permettre de marquer le pas, ni de reculer. Nous n'avons qu'un seul choix, celui d'avancer et de faire reculer le mur de pauvreté en faveur de nos populations. Les participants bénéficieront de l'expertise d'un expert international en la personne de l'ancien Premier ministre burkinabé, Delcius Zongo, ainsi que des autres experts nationaux.
Plus de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques pour se rendre en Angola pour les Congolais et pour venir en RDC pour les Angolais. C'est l'une des grandes décisions prises hier dans la soirée à la primature où les délégations de deux pays se retrouvaient pour évaluer les accords de coopération signés en mi-janvier dernier à Kinshasa lors de la visite officielle du président Eduardo dos Santos. Dans le monde du travail, l'Office national de l'emploi prépare 180 jeunes futurs employés à maîtriser certaines matières qui feront l'objet de leur cahier de charges une fois engagés, une façon de les aider à s'assumer dans leur service. Une première pour l'Office national de l'emploi, ONEM-ONSIG. Près de 180 demandeurs d'emploi bénéficient depuis ce mercredi d'une formation qui s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités de ces futurs employés. Une manière pour l'Office national de l'emploi d'exercer pleinement son travail, qui est de placer les demandeurs d'emploi dans des entreprises. Dans les assignations que l'État, le gouvernement a données à l'ONEM, il faut que nous vous prenions, après votre sortie des études de l'université, des instituts supérieurs ou même des formations professionnelles, pour vous remettre à niveau de façon que vous puissiez être apte à répondre aux attentes des entreprises qui vont vous employer, ou si vous ne pouvez pas trouver de la place dans les entreprises, être apte vous-même à créer votre propre entreprise, à devenir boss. Une formation qui touche plusieurs domaines, la science économique, les droits, la science sociale, la psychologie ou encore la communication. À la fin de la formation, plusieurs d'entre eux seront placés par des sous-traitances dans plusieurs entreprises de la place. À vous voir aussi nombreux, on comprend comment l'emploi est un problème. Comment être en emploi est un problème. Parmi vous, il y en a qui ont terminé l'année passée, d'autres il y a 2 ans, d'autres il y a 5 ans, d'autres il y a 10 ans. Ceux qui seront éliminés pendant ce test ne seront pas laissés sur la rue. Ils vont rentrer à l'ONEM. On va les réinscrire pour une deuxième présélection, une troisième, et peut-être les orienter vers une formation plus spécifique. En organisant cette session de formation, l'Office national de l'emploi tient à redorer son image et à exercer pleinement son mandat. À propos des jeunes déjà en fonction, car leaders, ils bénéficient eux aussi d'une formation dispensée alors par l'organisation non gouvernementale américaine National Democratic Institute, NDI. Le module porte sur la confiance en soi et l'humilité, ainsi que le respect et la tolérance dans le travail. Les projets Diogo entrent dans le cadre des programmes Tomiko Tissa de l'ONG américaine National Democratic Institute. Il sera mené par des jeunes futurs dirigeants du pays. Et plusieurs thèmes devront être abordés, entre autres la confiance en soi et l'humilité, le respect et la tolérance ou encore la simplicité ou le dévouement. Le Diogo, ça concerne les ligues des jeunes, avec lesquelles on va transmettre les valeurs dans le contexte sportif. Parce que dans le contexte sportif, vous avez la compétition, le même que vous avez dans le paysage politique. Et il faut préparer les jeunes pour entrer le paysage politique, mais dans une façon où ils peuvent maîtriser leur comportement et comme ça, ils peuvent se comporter bien dès qu'ils arrivent dans le contexte politique. Justement, même si le jeune constate que les vieilles personnes se conduisent mal, ils peuvent changer. Ils ont justement l'obligation de changer pour bien faire, parce que sinon, l'avenir est incertain pour ce pays. Une formation de 5 semaines, 24 participants venus des ligues des jeunes, des partis politiques de la majorité comme de l'opposition, mais aussi de la société civile. Ils seront formés sur la restauration des plus hautes valeurs humaines et la réorientation vers l'altruisme et les désirs de servir les autres. Nous allons faire la restitution non pas par plaisir de le faire, mais parce que nous devons encadrer nos camarades, jeunes comme nous autres, dans toutes les formations pour qu'il règne cet esprit de fair play. Parce que nous devons avoir une vision que nous faisons du Congo qui va sourire, qui va s'élever, qui va marcher. Ces Congos-là ne peuvent marcher qu'avec des jeunes, des femmes qui consultent la grande de notre population.
ça sera un apport vraiment important pour la jeunesse, parce que là on parle de l'humilité, on parle de la tolérance, on parle du fair play. On a parlé de tant de choses qui handicapent un peu l'évolution de notre démocratie ici, et on se dit que les jeunes, et c'est ce qui est vrai, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Au terme de ces formations, les membres de ces ligues des jeunes qui seront formés au niveau de NDI devront aller au sein de leur communauté et donner des formations en cascade aux membres de leur communauté, plus particulièrement à la jeunesse qui se retrouve dans les communautés. À travers ce nouveau projet Diogo, l'NDI encourage les partis politiques et les ligues des jeunes au respect des méthodes, d'éthique, mais aussi des fair play. L'organisation non gouvernementale World Vision, à travers son représentant et la conseillère du chef de l'État en matière de la lutte contre les violences sexuelles et la protection de l'enfant, se sont retrouvés hier au ministère du Genre, Famille et Enfants pour débattre de leurs activités avec la ministre Bijou Kat. Nous sommes venus voir son Excellence, premièrement d'abord pour lui présenter les civilités, et puis deuxièmement, nous avions un projet sur comment accélérer la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'enfant. Et nous avions travaillé longtemps, ça fait à peu près 2 ans qu'on a travaillé ensemble, et aujourd'hui nous sommes venus juste donner le niveau d'accomplissement de cette tâche, et nous avons aussi donné à son Excellence les différents résultats que nous attendons de cette étude. C'est que nous voulons qu'à la fin, que les enfants soient dotés d'un cadre beaucoup plus approprié pour ce qui est de la participation au travers des parlements d'enfants, d'une part, et aussi le Conseil national de l'enfant qui devrait être actualisé pour que cela reflète réellement la loi sur la protection de l'enfant. Nous sommes, comme vous avez dit, pratiquement ensemble sur le même terrain, mais ce n'est pas seulement la ministre du Genre et nous-mêmes, c'est la nation congolaise au travers de toutes ces institutions. Nous sommes soudés et solidaires ensemble pour adresser le problème de la lutte contre les violences faites aux femmes, profitant du retour à la paix et pour remettre les femmes dans leur dignité et dans leur sécurité par rapport à cette question. Que si on condamne 10 militaires auteurs de viol à Massissi en septembre 2014, si on condamne 14 policiers militaires à Rutshuru en octobre 2014, si en novembre 2014 on condamne le général Kiakwavu qui est le premier général au gradé de l'armée qui a été condamné pour des cas de viol sur 2 fillettes de 12 et de 13 ans en Ituri, on ne parle plus de ce qu'on va faire dans le futur, on parle de ce que nous avons fait, qui sont les réalisations de cet État qui dit qu'aujourd'hui c'est la tolérance zéro par rapport aux questions de violence faites aux femmes. Il faut laisser les femmes s'épanouir dans leur dignité. Parmi les autres personnes vulnérables, on compte les malades qui ont été célébrés hier à l'occasion de la journée mondiale leur dédiée. En République démocratique du Congo, la prise en charge des malades pèse lourd. La journée mondiale de malades porte une signification exceptionnelle pour l'Église catholique. Une grande importance notamment parce qu'elle a été instituée depuis 1992 par leur Saint-Père, Feu Jean-Paul II. Occasion saisie justement par l'Église Saint-Sacrement des Delvaux pour convier les fidèles à un temps de méditation et des prières en faveur de tout le malade. Pendant que le monde entier célèbre cette journée, la prise en charge de malades demeure encore un réel défi à relever pour la République démocratique du Congo. La population éprouve des difficultés pour se procurer des soins adéquats. Certains se voient même retenus à l'hôpital faute de moyens financiers. Je viens d'accoucher, mais je suis retenue à l'hôpital faute de moyens que je n'ai pas encore trouvés. Si sous d'autres cieux, les mutuelles de santé prennent de plus en plus de l'ampleur, non pas dans le but de remplacer les pouvoirs étatiques, mais plutôt pour prêter main forte aux États en vue de pallier cette situation, à Kinshasa, bien que certaines personnes ont eu à bénéficier de bienfaits des mutuelles de santé, d'autres par contre ignorent encore les avantages à en tirer. Je reconnais que cette journée est réservée aux malades, mais pour ce qui est de mutuelles de santé, je n'en ai pas encore entendu parler et ça ne m'intéresse pas vu que je supporte personnellement les soins de toute ma famille. Une idée complètement non, mais une mutuelle de santé, c'est quelque chose qui regroupe des gens qui essaient d'aider les malades. Être membre, non. Je suis membre d'une mutuelle de santé de la place et j'avoue que c'est très bénéfique parce que ma famille et moi avons eu l'occasion de bénéficier de certains soins grâce à ces mutuelles.
Seulement, le problème est qu'il faut cotiser régulièrement et on n'est toujours pas en mesure de l'honorer. La maladie, une altération des fonctions organiques due notamment à une certaine ligne des conduites susceptibles d'attirer des ennuis comme l'insalubrité, la mauvaise alimentation, le stress, la sédentarité, la consommation abusive d'alcool, du tabac et tant d'autres. Hormis la fraternité symbolisant cette journée en faveur de tous ceux qui ploient sous le joug de la souffrance et de la douleur dans le lit des hôpitaux, il revient à chacun de garder non seulement son environnement, mais aussi son corps sain afin de prévenir le pire, car la santé n'a pas de prix. Quelqu'un qui est décédé hier sans avoir la chance de se faire soigner est cet ouvrier d'une entreprise de génie civil écrasé par un véhicule sur lequel il était en plein boulot avant la chute fatale. Le corps a été acheminé à la morgue de Montcollet. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Restons dans le secteur d'entretien et construction des routes avec la signature hier d'un contrat des travaux entre le gouvernement et les entreprises grecques Sopeco pour les routes nationales numéro 2, numéro 4 et numéro 27 dans le Nord Kivu en province orientale. Les routes nationales numéro 2, tronçon Kassindi-Beni et le segment Beni-Boutembo de la route nationale numéro 4, ainsi que la route nationale numéro 27, allant de Goli à Mahagi, Bunia puis Komanda, sont officiellement concédés par le gouvernement de la République au groupement d'entreprises CREC 7 Sopeco pour leur réhabilitation sur une période de 7 à 10 ans, suivant la rentabilité économique selon le modèle par niveau de service. La cérémonie relative à cet événement a vécu mercredi 11 février au ministère des Travaux publics. L'ensemble des élus des deux provinces concernées, à savoir le Nord Kivu et la province orientale, y ont été conviés selon une nouvelle façon de faire initiée par Fridolin Kaswechi pour plus d'appropriation et d'implication du côté et des politiques comme du côté des opérateurs économiques. C'est ce qui ressort du mot de bienvenue prononcé par Willy Carlos Mpete, son directeur de cabinet. De l'exposé avec projection de Flori Moutouti, directeur général adjoint à l'office de route, l'on retient notamment que le financement des travaux sur ces routes va coûter près de 19 600 000 $ américains. Mais grâce à la concession, le budget de l'État s'en verra soulagé et l'opérateur économique investisseur va récupérer son fonds par le retour sur financement grâce au péage. Intervient alors la signature du contrat. Fridolin Kaswechi, ministre des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que M. Simon, directeur général du groupement d'entreprises CREC 7 Sopeco, 600 employés. Invité à prendre la parole, le ministre Kaswechi a notamment insisté sur l'appropriation de ces investissements du gouvernement de la République, expliquant la présence de ses collègues du tourisme, de l'agriculture, du développement rural et de l'énergie par le souci de rentabilité de ces routes. C'est la première expérience de concession de routes en terre en RDC et les élus des populations bénéficiaires des deux provinces en sont heureux. Ils l'ont dit à travers le président du caucus des élus du Nord Kivu et le doyen des députés de la province orientale. Un autre membre du gouvernement qui a eu hier une activité particulière est Germain Kambinga de l'industrie descendu aux installations de l'agroalimentaire Hog Food dans le cadre de la poursuite de la campagne Made in Congo. Fifi Lukusa. La campagne Made in Congo poursuit son bonhomme de chemin. La consommation du label congolais passe bien entendu par la promotion des produits fabriqués au Congo. C'est là le leitmotiv de cette démarche qui vise la croissance de l'industrie congolaise. OK Food, une industrie agroalimentaire, a été visitée par le ministre de l'Industrie, initiateur de la campagne Made in Congo. Au niveau qualitatif, en tout cas, on se rend compte qu'il y a des possibilités même d'exportation. Les normes sont réunies. C'est ça le label Médico, c'est ça le combat qui est le nôtre, c'est de démontrer qu'en République démocratique du Congo, on peut produire et produire de la qualité. Le peuple peut consommer prioritairement les produits fabriqués au Congo parce qu'il y a de la qualité. L'industrie, c'est vous, parce que c'est vous qui engagez. Si vous produisez plus, vous allez engager plus. Si vous produisez et vendez plus, vous allez payer plus d'impôts et donc ça fait plus de moyens pour l'État. Donc c'est une chaîne de solidarité économique que nous invitons
les uns et les autres à suivre. Parce qu'en réalité, c'est un jeu gagnant-gagnant. À chaque fois qu'on consomme des produits congolais, on crée de l'emploi. À chaque fois qu'on consomme des produits congolais, on donne plus d'argent à l'État pour ses investissements dans le secteur social. Après avoir félicité les patrons de cette usine, Germain Kambinga leur promet de lutter contre l'importation illégale et la concurrence déloyale. Des confrères sont des nôtres dans cette édition du journal à travers les lignes. La rumeur de son départ a couru juste après les manifestations anti-électorales du 19 au 21 janvier dernier. Rond-Tient la prospérité, Abdallah Wafi, effectivement, s'en est allé, le Nigérien, jusqu'à la numéro 2 de la MONUSCO. Il faut le dire, en charge des opérations remplacées par l'Américain David Gressly, qui va également gérer toutes les questions relatives à l'état de droit. Ce dernier vient du Mali où le monde a réussi les groupes terroristes qui avaient coupé plusieurs mois durant le nord du pays afin d'y établir sans succès un État islamiste. La présence à la tête de la MONUSCO de cet homme est perçue comme une preuve de la volonté des États-Unis de reprendre la main. La Confédération africaine de football envisage, annonce le phare, de supprimer la limite d'âge pour ses dirigeants, ce qui pourrait permettre à l'actuel président Issa Hayatou de briguer un nouveau mandat en 2017. Il faut le dire, jusqu'à présent, le règlement de la CAF interdit à une personne de plus de 70 ans de se porter candidat pour devenir membre du comité exécutif. Le Camerounais Hayatou est à la tête de la CAF depuis 1987. Il a été réélu en 2013 pour un 7e mandat consécutif. La règle de la limite d'âge lui barrait la route pour un 8e mandat en 2017. On va encore parler sport cette fois-ci pour terminer. Coupe de la Confédération africaine de football 2015. MK Étanchéité se produira samedi prochain contre Étoile du Congo à Brazzaville. Dans le cadre des préliminaires, les poulains de Max Moké embarquent aujourd'hui pour l'autre Congo. Dans l'entretemps, Sangabalende déjà à Luanda pour affronter Recreativo d'Angola, cette fois-ci en Ligue 2 Champions. Complètement bouclé, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.